Le grand hall de l'hôtel particulier semblait s'étirer à l'infini. Le lustre en cristal projetait des éclats dorés sur le marbre poli, mais tout ce qu'Élise parvenait à voir, c'était le regard effrayé de la petite Chloé, blottie sous une vieille couverture qu'elle cachait dans son grand sac de toile. « Reste sage, mon trésor. Juste le temps que maman finisse son travail, » murmura-t-elle, la voix brisée par la peur. Ce devait être une journée de ménage comme les autres, sauf que cette fois-ci elle n'avait eu personne à qui confier sa fille. Dans la cuisine, la fillette lui échappa un instant des bras et courut vers un jouet oublié par l'un des enfants des propriétaires. Son rire brisa le silence feutré comme un coup de tonnerre, et c'est à ce moment précis qu'Arthur Mercier, le maître des lieux, apparut. La cravate desserrée, l'air fatigué, et les yeux fixés sur l'enfant. « C'est votre fille ?» demanda-t-il, d'un ton calme mais direct. Élise se figea. Des membres du personnel commencèrent à s'approcher. Des chuchotements. Des regards réprobateurs. Elle ferma les yeux une seconde, s'attendant au pire. Mais quand elle les rouvrit, ce qu'elle vit était au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Si cette histoire vous a déjà ému, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ici, chaque vidéo révèle des histoires vraies que peu de gens ont le courage de raconter. Ne manquez pas la prochaine. Rejoignez une communauté qui ressent, réfléchit et se transforme. Le prochain épisode pourrait changer votre vision du monde. Élise avait toujours été de ces femmes qui traversent la vie la tête haute, même quand le monde semblait s'acharner à la mettre à genoux. À 38 ans, elle avait déjà surmonté des épreuves qui en auraient en brisé plus d'un. La mort prématurée de son mari dans un accident de moto, qui avait aussi emporté la stabilité financière de leur petite famille. Depuis, chaque jour était une bataille silencieuse. Elle vivait avec sa fille, Chloé, âgée de seulement 4 ans, dans une modeste chambre de bonne au dernier étage d'un vieil immeuble, que la propriétaire, Madame Dubois, lui louait en échange d'heures de ménage. Le sol était en lino usé, le toit fuyait parfois, mais c'était le seul endroit où Élise pouvait dormir en paix, sachant sa fille en sécurité. Le visage d'Élise portait les marques des nuits blanches et des soucis constants, mais ses yeux brillaient encore d'une tendresse que le temps n'avait pas ternie. Quand elle souriait à Chloé, toute sa douleur semblait s'évanouir un instant. Elle avait les mains abîmées par le travail mais un cœur doux, qui refusait de laisser l'amertume s'installer, même face à la précarité. Depuis 6 mois, elle travaillait comme femme de ménage dans l'hôtel particulier de la famille Mercier, au cœur du quartier le plus chic de Paris. C'était une opportunité rare, obtenue de haute lutte, un emploi qui promettait une certaine stabilité, même si les exigences étaient élevées et la pression constante. Ses employeurs étaient froids, distants, surtout l'épouse de son patron, Hélène, une femme élégante et glaciale qui tenait à rappeler à chaque employé sa place. Mais Élise ne se plaignait pas. Chaque euro gagné était pour sa fille. Les couches, le lait, les visites chez le médecin, ou parfois une petite douceur comme un pain au chocolat à la fin de la journée. Son plus grand rêve était de voir Chloé aller à l'école, avec un tablier propre et un cartable sur le dos. C'était son moteur. Au fond d'elle, Élise sentait qu'elle était toujours sur le fil du rasoir. Elle savait que le moindre faux pas pouvait lui coûter son emploi. La rigidité des règles de la maison était connue de tout le personnel. C'est pourquoi, en trouvant la crèche de sa fille fermée ce matin-là, son cœur s'était emballé. Elle savait qu'emmener Chloé au travail était risqué. Mais à cet instant, elle ne voyait pas d'autre solution. Son corps avait avancé, tandis que son esprit lui hurlait que cela pourrait être une erreur irréparable. Et ce le fut. Élise ne voulait pas la richesse. Elle n'avait jamais rêvé de luxe, de gloire ou de vie facile. Son plus grand désir était en fait assez simple. Offrir à sa fille une enfance meilleure que la sienne. Une vraie école. Un endroit où Chloé pourrait apprendre, jouer, grandir avec dignité. C'était cet objectif qui battait dans sa poitrine chaque matin, quand le réveil sonnait avant l'aube. Elle savait que le chemin pour atteindre ce rêve serait long, mais elle était prête à tout affronter pour lui. Chaque fois qu'elle voyait les enfants du quartier se rendre à l'école, vêtus de leurs tabliers et cartables au dos, le cœur d'Élise se remplissait d'un mélange d'espoir et d'urgence. Chloé méritait cela aussi. Elle méritait d'apprendre à écrire son nom, de chanter des comptines en classe, de se faire des amis, de manger un repas chaud tous les midis. Elle méritait plus que la vie difficile que le destin leur avait réservée. C'est pourquoi, lorsqu'elle avait obtenu le poste chez les Mercier, elle y avait vu une chance de commencer à construire cet avenir. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était le revenu le plus stable qu'elle ait jamais eu. Plus que l'argent, c'était la possibilité d'une régularité.
Une chose rare pour quelqu'un comme elle, habitué aux petits boulots et aux refus. L'hôtel particulier était un autre monde. Un univers de silence, de règles et d'apparence. Dès le premier jour, Élise comprit que sa place était d'être invisible. On ne devait ni l'entendre, ni la remarquer, juste faire son travail, sourire poliment et disparaître lorsqu'elle n'était plus nécessaire. Pourtant, elle s'y consacrait comme si la maison était la sienne. Elle nettoyait le marbre avec soin, époussetait les meubles comme si elle caressait une histoire qui n'était pas la sienne. Et dans les courts instants de pause, elle pensait à sa fille, à la manière dont ce travail pourrait être la première pierre d'un avenir différent. Son temps libre, elle le passait à faire des comptes. Un vieux carnet contenait ses notes, dépenses fixes, objectifs, les sommes à épargner pour payer les frais d'inscription à l'école maternelle, où elle rêvait d'inscrire Chloé l'année suivante. Chaque mois, elle mettait de côté 20 €, parfois 30. Elle savait que cela prendrait du temps, mais chaque pièce économisée était un pas de plus vers ce que son cœur désirait ardemment. Cependant, ce n'était pas seulement l'avenir qui était douloureux. Le présent aussi était lourd. Élise devait confier sa fille à des voisines ou à des crèches publiques surchargées. Elle avait entendu des histoires d'enfants oubliés, maltraités, voire blessés par négligence. Cela l'empêchait de dormir, mais sans autre solution, elle acceptait le risque. Après tout, il fallait bien qu'elle travaille. Le soir, en rentrant épuisée, Élise ne s'autorisait aucun repos avant d'avoir vu Chloé nourrie, lavée et couchée. La petite s'endormait tôt, comme si elle comprenait, sans le savoir, que sa mère avait besoin de force pour continuer. Certaines nuits, une fois le silence installé dans leur petite chambre, Élise pleurait doucement. Non par faiblesse, mais par fatigue, par peur, par espoir serré contre sa poitrine. Il y avait des jours où tout semblait hors de portée. L'argent suffisait à peine pour l'essentiel. La crèche publique était peu fiable, avec des absences de personnel et des fermetures imprévues. Chaque mois, Élise craignait qu'un imprévu ne l'empêche de continuer à travailler. Sa plus grande peur était de perdre son emploi, et avec lui, son rêve. Mais abandonnée, jamais. Elle avait un plan, un rêve qui nourrissait son courage. Voir un jour Chloé sourire fièrement, vêtue de son tablier d'école, un cahier neuf à la main, racontant avec enthousiasme ce qu'elle avait appris. Un jour, peut-être, voir sa fille aller plus loin qu'elle-même n'avait jamais pu le faire. C'est pour cela qu'elle acceptait les regards méprisants d'Hélène, sa patronne. Elle supportait les remarques acerbes, la froideur, le sentiment d'être toujours à une erreur de la porte, car au fond, elle croyait que tout cela n'était que passager, que le jeu en valait la chandelle. Élise ne vivait pas pour elle-même, elle vivait pour Chloé, pour ce sourire innocent qui lui faisait oublier le monde, pour ce câlin serré en fin de journée qui guérissait toutes les peines. Son désir était pur, fort, inébranlable. Elle avait juste besoin d'une chance. Ce lundi matin, Élise se réveilla le cœur lourd. Il faisait encore nuit lorsqu'elle entendit les premières gouttes de pluie sur les toits de zinc de Paris. Elle se leva doucement, pour ne pas réveiller Chloé, endormie sous une fine couverture. Le sol froid sous ses pieds était déjà un avertissement. La journée ne serait pas facile. Alors qu'elle préparait un café léger avec le fond du paquet, elle entendit du bruit à la porte. C'était sa voisine qui, de temps en temps, gardait Chloé lorsque la crèche était fermée. Mais ce jour-là, elle venait seulement lui annoncer qu'elle devait se rendre à l'hôpital avec son petit-fils malade. Pas d'autre choix. Je suis désolée, Élise. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas possible, dit-elle, les yeux fatigués. Élise la remercia, malgré la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle essaya d'appeler 2 autres connaissances. L'une ne répondit pas, l'autre travaillait déjà. Elle prit une profonde inspiration, regarda l'horloge et sentit le temps lui filer entre les doigts. À 6h40, les larmes aux yeux, elle regarda sa fille encore endormie et prit la décision la plus difficile de ces derniers temps. Elle prit une vieille couverture, y enveloppa Chloé avec soin et la glissa dans le grand sac qu'elle utilisait pour transporter ses produits d'entretien. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas juste, mais c'était tout ce qu'elle avait. Reste sage, mon trésor, c'est juste pour aujourd'hui. Maman doit travailler, d'accord ? Murmura-t-elle, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Chloé hocha la tête, comme si elle comprenait la gravité de la situation. Le trajet jusqu'à l'hôtel particulier lui parut plus long ce jour-là. Chaque pas était empreint de peur. L'entrée du personnel était discrète, par l'arrière.
Élise passa devant le gardien sans éveiller les soupçons. Elle avait appris à dissimuler sa peur, un talent que beaucoup de femmes comme elle développent pour survivre. Dès son arrivée, elle se rendit directement au local où elle laissait ses affaires. Elle installa Chloé dans un coin, entre des couvertures pliées et des seaux. Elle lui laissa une petite bouteille d'eau, un morceau de pain enveloppé dans une serviette et un petit jouet en plastique. « Ne fais pas de bruit, ma chérie, d'accord? Je reviens tout de suite. » La petite fille sourit et fit un signe de la main. Élise commença à nettoyer la cuisine aussi vite qu'elle le pouvait. Son cœur battait la chamade. Les minutes semblaient s'étirer. La peur d'être découverte la poussait à regarder nerveusement autour d'elle au moindre bruit. Vers 9 heures, alors qu'elle frottait le sol près de l'office, elle entendit un rire d'enfant résonner dans le couloir. Son sang se glaça. Elle lâcha son seau et courut. Elle trouva Chloé debout au milieu du grand salon, tenant un vase en cristal. Des membres du personnel observaient de loin en silence. Certains ricanaient, d'autres chuchotaient. Le pire était à venir. Avant qu'Élise ne puisse s'approcher, elle entendit des pas fermes et rapides. Hélène Mercier, la maîtresse de maison, apparut dans le salon, le visage furieux, vêtu d'un peignoir de soie blanche et arborant une expression de dégoût. « Que fait cet enfant ici ?» hurla-t-elle en la pointant du doigt, comme si elle faisait face à un animal. Élise tenta de s'expliquer, mais aucun son ne sortit. Elle était paralysée. « Vous avez amené votre fille dans ma maison? Sans prévenir? Sans autorisation? Qu'est-ce que c'est? Un orphelinat ?» poursuivit Hélène, la voix montant encore d'un ton. Chloé se recroquevilla. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je n'avais personne pour la garder, madame. La crèche a fermé, » parvint finalement à dire Élise, mais il était trop tard. « C'est d'une irresponsabilité totale. Si ce vase tombe, vous croyez avoir de quoi le payer? Si cette petite se blesse ici, ce sera ma faute ?» cracha-t-elle les mots. Avec mépris, les employés s'attroupaient peu à peu. Certains, leur téléphone à la main. D'autres observant simplement en silence. Élise sentit ses yeux la brûler, mais elle ne pleura pas. Elle prit sa fille dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. « Je voulais juste travailler, juste m'occuper d'elle. Je suis désolée, je vais partir. En effet, vous allez partir. Et emporter ce désordre avec vous, » dit Hélène en lui tournant le dos. À cet instant, Élise fut certaine que sa plus grande peur devenait réalité. La chance d'offrir un avenir à sa fille lui glissait entre les doigts. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'en haut de l'escalier, silencieux et immobile, Arthur Mercier, le véritable maître des lieux, avait tout vu. Et il n'était pas indifférent. Le silence qui suivit les cris d'Hélène semblait plus lourd que n'importe quel bruit. Élise restait debout, immobile, Chloé dans ses bras, le visage enfoui dans le cou de sa mère. Elle se sentait comme une accusée exposée devant un tribunal cruel, où il n'y avait pas de place pour la défense, seulement pour le jugement impitoyable des regards alentours. Hélène s'approcha lentement, comme si elle avait affaire à quelque chose de sale. Elle toisa Élise de la tête aux pieds, le dégoût peint sur son visage. « C'est le comble du manque de professionnalisme », dit-elle en croisant les bras. « J'ouvre ma maison à une femme de ménage, et elle me le rend en transformant cet endroit en crèche clandestine. » Élise baissa les yeux, ravalant les sanglots qui menacèrent de monter. Elle ne voulait pas pleurer, pas devant eux. Mais l'humiliation la brûlait comme du sel sur une plaie vive. « Je comprendrai si madame veut me renvoyer, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Vous renvoyer ?» Hélène eut un rire sardonique. « Croyez-vous vraiment être en position de demander quoi que ce soit? Cette maison a des règles. Et vous, en tant qu'employé, les avez toutes enfreintes. Dans n'importe quelle autre entreprise, vous seriez mise à la porte. » Sans rien, un groupe d'employés s'était maintenant formé autour d'elle. Certains regardaient avec pitié, d'autres chuchotaient, comme s'ils assistaient à un spectacle. Un agent de sécurité apparut à l'entrée, appelé par quelqu'un. Il observait la scène d'un air rigide, attendant les ordres. « Cet enfant n'y est pour rien. Mais vous, si, » poursuivit Hélène, en pointant le doigt vers Élise. « Si vous ne savez pas séparer votre vie personnelle de votre travail, vous n'êtes peut-être pas faite pour cet environnement. » Élise sentit son visage s'empourprer de honte. Chloé la regardait en silence, comme si elle percevait tout, sans comprendre la raison de cette hostilité. La petite s'agrippait au cou de sa mère, cherchant protection. « Je vous en supplie, madame, écoutez-moi seulement, » tenta une dernière fois Élise. « La crèche était fermée aujourd'hui et j'ai tout essayé, mais il n'y avait personne. Je ne voulais pas perdre mon travail. » Hélène la coupa d'un geste brusque. « La vérité, Élise, c'est que les gens comme vous sont tous les mêmes.
Vous croyez toujours que le monde doit s'adapter à votre manque d'organisation, que nous devons comprendre, que nous devons accepter. Eh bien, sachez-le, ici, ça ne marche pas comme ça. À ce moment, une des employées les plus anciennes, Madame Martin, fit un pas en avant. Elle regarda Hélène avec fermeté, mais prudence. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Mercier, Élise est une excellente employée. Jamais en retard, jamais absente sans raison. Et la petite est un ange. Peut-être quoi, Martine? La coupa Hélène irritée. Vous allez défendre ce comportement maintenant? Vous allez me dire qu'introduire en cachette une enfant dans ma maison est normal? Martine recula, intimidée. Élise vit le regard coupable de sa collègue, qui voulait clairement l'aider mais craignait aussi les conséquences. C'est alors qu'Hélène se tourna vers l'agent de sécurité. « Veuillez raccompagner Madame Élise à la sortie, et assurez-vous qu'elle récupère toutes ses affaires. À partir de maintenant, ses paiements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et si nécessaire, nous saisirons le service juridique de l'entreprise. » Ces mots furent comme des poignards. Suspendue, sans salaire, Élise respira profondément. Son monde s'écroulait. Chloé avait faim. La bouteille de gaz à la maison serait vide dans 2 jours, et le loyer de sa petite chambre était déjà en retard. Et maintenant, plus rien. Elle serra sa fille plus fort, essayant de ne pas s'effondrer. Ses yeux embués de larmes croisèrent un instant ceux d'Arthur Mercier, en haut de l'escalier. Il était toujours là, silencieux. Il observait tout, mais il ne disait pas un mot. « Par ici, Madame Élise », dit l'agent d'une voix neutre, comme si elle n'était qu'un carton de plus à sortir du couloir. Hélène tourna les talons et disparut. La foule se dispersa peu à peu, ne laissant qu'Élise, l'agent de sécurité, et le vide. Un vide immense, qui semblait envahir tout son être. D'un pas lent, elle se dirigea vers le petit local où elle gardait ses affaires. Elle sortit son sac à dos usé du casier, son tablier propre, et le petit sac contenant le pain et la bouteille d'eau de Chloé, qui restait silencieuse, plus confuse qu'effrayée. En franchissant la porte de l'hôtel particulier, Élise ne pleura pas. Elle marcha, sa fille dans les bras, telle une lionne blessée, avec le peu de dignité qu'elle parvenait encore à conserver. Ses chaussures trempées par la pluie, ses vêtements humides de sueur, la poitrine lourde d'humiliation, et à l'intérieur, un cri étouffé. Ce n'est qu'une fois loin du trottoir, au coin de la rue, qu'elle s'assit sur les marches d'un immeuble voisin et s'effondra. Les larmes coulèrent à flots. Chloé posa sa tête sur son épaule, lui caressant le visage dans un geste involontaire de réconfort. « Maman, pourquoi la dame a crié sur toi ?» Élise ne répondit pas. Elle se contenta d'embrasser le front de sa fille. À cet instant, quelque chose en elle commença à changer. Elle ne le savait pas encore, mais cette humiliation était sur le point de devenir la graine de quelque chose de bien plus grand. Le banc de pierre où Élise s'assit avec Chloé semblait aussi dur que la réalité qu'elle portait sur ses épaules. La pluie avait cessé, mais le vent froid qui balayait ce début d'après-midi rendait tout plus difficile. Elle était trempée, épuisée, le ventre vide et le cœur en miettes. Pendant de longues minutes, Élise ne put même pas réfléchir. Elle pleurait en silence, s'efforçant de ne pas faire de bruit pour ne pas effrayer sa fille. Chloé, enfant toujours sensible, restait blottie contre sa mère, comme si elle comprenait que ce moment se passait de mots. Dans l'esprit d'Élise, tout se bousculait. L'humiliation devant ses collègues, le rire sardonique d'Hélène, les regards des autres employés, le visage impassible de l'agent de sécurité, mais par-dessus tout, ce qui lui faisait le plus mal, c'était sa propre déception. Elle avait le sentiment d'avoir échoué, d'avoir tout gâché. « Je voulais juste travailler, c'est tout », se répétait-elle, sa voix intérieure étouffée par les larmes. Élise avait toujours su que la vie n'était pas juste, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en essayant de protéger sa fille, elle serait traitée comme une criminelle. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait manqué de respect à personne. Elle avait seulement cherché une issue dans un système qui ne lui offrait jamais d'option. Et maintenant, assise là, sans savoir quoi faire, la peur l'envahit tout entière. Qu'allait-elle dire à Madame Dubois, qui lui réclamait déjà 2 mois de loyer en retard? Comment achèterait-elle le lait de Chloé le lendemain? Et si elle ne trouvait pas d'autre travail? Qui engagerait une femme avec une jeune enfant, sans réseau de soutien, sans diplôme, sans temps? Toutes ces pensées la submergeaient, comme si elle était dévorée de l'intérieur. Sa poitrine était lourde. Sa respiration, courte. Une vague de désespoir la gagnait. Mais au milieu de ce chaos intérieur,
Elle sentit la petite main de Chloé saisir la sienne. « Maman, ça va aller ?» demanda la fillette, de ses yeux doux mais remplis de doute. Le temps sembla s'arrêter. Élise regarda sa fille. Elle vit ses cheveux en désordre, ses vêtements froissés, ses petits pieds encore sales du sol de l'hôtel particulier. Elle ressentit une douleur profonde, mais en même temps, une force émergea du plus profond de son âme. Elle prit une grande inspiration, essuya ses larmes avec la manche de son chemisier et répondit « Oui, ça va aller. Maman va trouver une solution. Elle en trouve toujours. » Et même si elle ne savait pas comment, à cet instant, Élise décida qu'elle ne laisserait pas cette humiliation définir qui elle était. Elles rentrèrent lentement. Arrivée dans sa petite chambre, Élise donna un bain à sa fille, prépara un simple plat de riz avec les haricots de la veille, et, bien qu'épuisée, attendit que Chloé s'endorme pour s'asseoir et réfléchir. Elle devait agir, réagir. Elle ne pouvait pas laisser le destin décider pour elle. Elle ouvrit son vieux carnet, où elle notait chaque dépense, chaque centime économisé. Le solde était décourageant. À peine plus de 20 €. Pas assez pour un ticket de métro, ni pour chercher du travail. Son téléphone n'avait plus de crédit. C'était comme être prise au piège. Mais il y avait quelque chose de différent cette nuit-là. Pour la première fois depuis longtemps, Élise ne pleura pas avant de s'endormir. Elle resta silencieuse, fixant le plafond, ressentant un mélange de colère et de lucidité. Elle avait été humiliée. Oui, bafouée, ridiculisée, chassée, mais cela n'effaçait pas sa vérité. Elle était une bonne mère, une travailleuse, honnête, et par-dessus tout quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Elle se souvint des paroles venimeuses d'Hélène. « Vous manquez d'organisation ». Élise se répéta la phrase avec un sourire amer. « L'organisation ? C'est moi, l'unique pilier de ma fille. » Elle commença à griffonner quelques idées dans son carnet, vendre des plats cuisinés, proposer ses services de nettoyage dans les immeubles voisins, faire la lessive pour d'autres. Elle se souvint d'une ancienne cliente qui avait déménagé dans un quartier proche. Peut-être pourrait-elle l'aider. Elle décida de lui rendre visite le lendemain. Et c'est alors qu'elle se rappela Arthur Mercier. L'homme était là. Il avait tout vu, tout entendu. Et il n'avait pas dit un seul mot. Cela faisait plus mal que les paroles d'Hélène. Car Élise avait cru qu'Arthur était différent. Même distant, il avait toujours été plus aimable que sa femme. Il l'avait déjà salué d'un timide « bonjour ». Une autre fois, il avait même complimenté son café. Était-il d'accord avec tout cela? Ou avait-il, pour une raison quelconque, choisi de se taire? L'image de lui, immobile en haut de l'escalier, observant sans intervenir, la hanta toute la nuit. Un mélange de frustration et de curiosité s'installa en elle. Pourquoi n'avait-il rien fait? Elle s'endormit tard, le carnet sur les genoux, la lumière éteinte. Mais son sommeil fut agité, peuplé de rêves confus et des souvenirs du matin. Le lendemain, avant le lever du soleil, Élise se réveilla, déterminée. « Je ne suis pas ce qu'ils ont dit de moi, et je vais le prouver. » Elle enfila ses plus beaux vêtements, un jean délavé et un chemisier propre, attacha ses cheveux, donna du pain et du café à sa fille, et le regard ferme, partit en quête d'une nouvelle chance. Elle l'ignorait, mais au même moment, dans l'hôtel particulier où tout s'était joué, une conversation de la plus haute importance était sur le point de commencer, et elle en était le sujet principal. Le lendemain matin, le ciel était clair et le soleil éclatant, comme si l'univers se moquait du chaos de la veille. À l'hôtel particulier des Merciers, le silence régnait encore, seulement troublé par le bruit occasionnel de portes se fermant et de pas pressés. Hélène, élégante comme à son habitude, prenait son café sur la terrasse en feuilletant un magazine de décoration. Elle agissait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, quelqu'un ne parvenait pas à oublier la scène de la veille. Arthur Mercier avait mal dormi. L'image d'Élise, sa fille dans les bras, humiliée devant tout le monde, était gravée dans son esprit. Il n'était pas du genre à se mêler des affaires domestiques. Hélène gérait tout, et il préférait garder ses distances. Mais quelque chose dans cette situation le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Après le petit déjeuner, il monta à son bureau au 2e étage. Il s'assit devant son ordinateur mais ne réussit à se concentrer sur rien. Le silence de la pièce ne faisait qu'amplifier le bruit de sa conscience. Il revoyait chaque détail, le ton de la voix d'Hélène, l'expression effrayée d'Élise, le regard terrifié de l'enfant. « Pourquoi n'ai-je rien fait ?» pensait-il. Il se leva et alla à la fenêtre.
De là, il voyait une partie du jardin où la scène avait eu lieu, l'endroit où Élise, la dignité bafouée, avait été expulsée comme un déchet. Arthur avait honte. Pas pour elle, mais pour lui-même. Il se souvenait d'Élise depuis son premier jour. Toujours discrète, polie, elle accomplissait ses tâches avec un dévouement rare. Il ne l'avait jamais entendu se plaindre, même les jours difficiles. Et bien qu'il évitât de s'impliquer, il remarquait la façon différente dont elle parlait aux autres employés. Toujours respectueuse, aimable. Il était évident qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Se rasseyant, il ouvrit un tiroir et en sortit un petit cadre avec une vieille photo. Lui, enfant, avec sa mère. La femme sur la photo portait un simple uniforme de femme de ménage. Le regard fatigué, mais le sourire sincère. Sa mère, Eliane, l'avait élevée seule, travaillant pendant des années comme employée de maison. Et c'est pour elle qu'Arthur s'était juré de réussir. « Ma mère aussi a été humiliée comme ça », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. C'est alors qu'il prit une décision. Il appela Alain, l'intendant de la maison, et demanda une réunion discrète avec le reste du personnel. Il voulait entendre leur version des faits. Il voulait connaître la vérité, sans les filtres d'Hélène. « Monsieur Mercier, êtes-vous sûr ?» demanda Alain perplexe. « Madame Mercier a déjà donné son avis. Elle a été très claire. Je veux entendre ceux qui étaient là, sans censure, » répondit-il fermement. En quelques minutes, 7 employés se réunirent discrètement dans l'office. Un par un, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu. Madame Martine fut la plus émue. Elle dit avoir tenté de défendre Élise, mais qu'on l'avait fait taire. Elle parla du parcours impeccable de sa collègue, de son honnêteté, de son dévouement, et du fait qu'il était évident que la situation était une urgence, et non une négligence. Arthur écoutait en silence, hochant simplement la tête. À chaque témoignage, il avait de plus en plus honte de son inaction. À la fin de la réunion, il demanda à rester seul. Il avait besoin de réfléchir. Il se rendit dans le jardin et s'assit sur le banc où autrefois, il discutait avec sa mère. Il fut submergé par les souvenirs de son enfance. Des fois où elle l'emmenait en cachette au travail parce qu'elle n'avait personne pour le garder. Des fois où il dormait sous les éviers des salles de bain qu'elle nettoyait. Du jour où ils avaient été chassés d'une grande maison parce que lui, encore enfant, avait renversé une carafe de jus sur un tapis persan. La douleur de ce souvenir était comme un couteau qui se tordait dans sa poitrine. C'était cela qui le tourmentait tant. Élise avait fait exactement ce que sa mère avait fait avant elle. Et pour une noble raison, protéger sa fille. Il n'y avait rien de mal dans son geste. L'erreur venait de ceux qui l'avaient jugé. Arthur retourna à l'intérieur, changé. Il n'était plus l'homme silencieux et distant. Il était déterminé. Il chercha Hélène, qui était toujours sur la terrasse, maintenant au téléphone. Dès qu'elle raccrocha, il alla droit au but. « Je veux te parler de l'employé que tu as renvoyé hier. »« Ah, tu as vu ça, n'est-ce pas ?»« Une honte, » répondit-elle avec mépris. « Quelle sorte de personne amène un enfant en cachette chez les autres ?»« Le genre de personne qui n'a pas le choix, » rétorqua Arthur, calmement mais avec fermeté. « Des gens comme ma mère. » Hélène fronça les sourcils. « Comment ça ? Ma mère a vécu exactement la même chose qu'Élise hier. Et si quelqu'un l'avait traitée comme tu as traité cette femme, je ne serais peut-être jamais arrivé là où je suis. Arthur, tu n'es pas sérieux. Si, et qui plus est, tu as dépassé toutes les bornes. Tu l'as humiliée, tu as exposé une enfant, et tu as menacé de suspendre le salaire d'une mère qui essaie juste de survivre. » Hélène se leva, indignée. « Tu vas prendre le parti d'une femme de ménage maintenant ? Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit de justice. » Et à cet instant, Arthur savait déjà ce qu'il devait faire. Hélène se leva brusquement. Son visage, auparavant calme et hautain, était maintenant un masque de colère et d'incrédulité. « Tu es sérieusement en train de défendre une femme de ménage qui a bafoué toutes les règles de la maison, qui a mis notre sécurité en danger ?» Arthur resta ferme, la regardant droit dans les yeux, l'air serein mais inflexible. « Ce qui a mis notre sécurité en danger, Hélène, c'est ton arrogance. Tu as humilié une mère devant sa fille. Tu as crié sur une enfant. Et pire, tu as commis un abus de pouvoir. C'est injustifiable. J'ai fait ce que n'importe quelle maîtresse de maison aurait fait. Elle a introduit une enfant en cachette. C'est grave. Est-ce grave ou est-ce humain ? » Le silence qui s'installa entre eux était lourd de tension. Arthur se dirigea vers la bibliothèque du salon et prit une photo encadrée de sa mère, qu'il gardait toujours à proximité. « Ma mère a vécu ça aussi. Combien de fois m'a-t-elle emmené avec elle au travail parce qu'elle n'avait personne pour me garder ?
Combien de fois me suis-je caché sous un évier, terrifié à l'idée d'être découvert? Tu le sais. Je te l'ai déjà raconté. Hélène détourna le regard. Ça n'a rien à voir avec la situation. Ça a tout à voir. Élise a fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Et tu l'as punie pour ça comme si elle était un déchet. Il marqua une pause. À partir d'aujourd'hui, je n'accepterai plus ce genre d'attitude ici. Cet hôtel particulier n'est pas un palais médiéval. Et les gens qui y travaillent ne sont pas des esclaves. Tu exagères? Non, Hélène. C'est toi qui as exagéré. Sans attendre de réponse, Arthur tourna les talons et sortit. Ses pas étaient assurés. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Il se rendit à son bureau et prit son téléphone. Il chercha dans ses contacts le numéro d'Alain, l'intendant. Alain, je veux que vous m'envoyiez l'adresse d'Élise. Maintenant. Monsieur, tout va bien? Oui, j'ai juste quelque chose d'important à régler. Moins d'une heure plus tard, Arthur quittait l'hôtel particulier dans sa voiture personnelle, traversant les rues modestes de la banlieue parisienne. Il n'était jamais venu dans ce quartier, mais il suivit les indications du GPS jusqu'à un ensemble de petits immeubles. Il se gara devant un portail en fer rouillé, prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Élise était assise sur le pas de sa porte, Chloé sur ses genoux, lui peignant doucement les cheveux. En voyant Arthur, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de méfiance. « Monsieur Mercier ?»« Bonjour Élise. Pouvons-nous parler ?» Elle hocha la tête sans savoir à quoi s'attendre. Elle lui indiqua un tabouret en bois à côté de l'entrée. Arthur s'assit, observant le lieu simple mais propre et accueillant. « Je sais que vous ne vous attendiez pas à me voir, mais je suis ici parce que je dois vous présenter mes excuses. » Elle le regarda, sans comprendre. « Des excuses? Pour ce qui s'est passé hier, pour ce que j'ai laissé faire. J'ai tout vu. J'étais là, en haut de l'escalier. Et je n'ai rien fait. Cela me ronge de l'intérieur depuis. » Élise baissa les yeux, ne sachant comment réagir. « Je comprends, monsieur. Vous n'aviez aucune obligation de vous en mêler. » « Si, j'en avais une. Et plus qu'une obligation, j'avais le devoir d'empêcher cela. J'ai échoué. Mais je ne continuerai pas à échouer. » Arthur sortit alors une enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Voici votre salaire, avec un supplément équivalent à 3 mois de travail. Je ne veux pas que vous y voyiez de la charité. C'est une réparation minime pour tout ce que vous avez enduré. » Élise ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire pour l'instant. Je veux juste que vous sachiez que, si vous le souhaitez, votre emploi est garanti. Mais à des conditions complètement différentes. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Comment ça? » « À partir de la semaine prochaine, je lance un nouveau projet, un espace communautaire, avec une crèche gratuite pour les enfants des employés de l'entreprise. Et c'est vous, Élise, si vous acceptez, qui dirigerez cet espace. Je veux que d'autres mères aient le soutien que vous n'avez jamais eu. » Élise resta silencieuse quelques secondes. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Elle serra sa fille contre elle, essayant de contenir son émotion. « Je n'ai pas assez d'études pour ça. Vous avez le plus important. L'expérience de la vie, l'empathie et le courage. Et si vous le voulez, je peux aussi financer votre formation. Je veux investir en vous. » Élise ne pouvait plus parler. Elle pleurait, simplement. Chloé la serrait dans ses bras, ne comprenant pas tout mais sentant que quelque chose de bon se produisait. Arthur sourit. « Parfois, la vie est une roue qui tourne, Élise. Et celui qui est humilié aujourd'hui peut faire la différence demain. » Il se leva, lui serra la main avec respect, et avant de partir ajouta « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à voir. » Élise resta là, immobile, regardant la voiture s'éloigner, le cœur encore serré mais désormais rempli d'espoir. Elle savait qu'un long chemin l'attendait. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit qu'elle n'était plus seule. La vie d'Élise commença à changer à partir de ce jour. Mais ce ne fut pas un changement spectaculaire, de ceux qui s'accompagnent de musique et d'applaudissements. Il fut lent, constant, comme une graine qui germe après une longue sécheresse. Elle ne dormit pas différemment cette nuit-là, mais elle se réveilla avec quelque chose de nouveau dans le cœur, l'espoir. La semaine suivante, Arthur Mercier lança le projet qu'il avait promis. Comme il l'expliqua dans une note interne, l'entreprise familiale Mercier allait désormais se doter d'un volet social. Une crèche d'entreprise pour les enfants des employés et des sous-traitants. Un espace sûr, propre et digne, où les enfants seraient gardés avec amour pendant que leurs parents travaillaient. Élise, encore stupéfaite, fut invitée à coordonner le projet. Au début, elle refusa. Elle se disait incapable, sans instruction. Mais Arthur insista. Il lui assura qu'elle serait soutenue, guidée et accompagnée. Plus encore,
qu'elle était la personne parfaite pour mener ce projet, non pas grâce à un diplôme, mais parce qu'elle savait exactement ce que ses mères ressentaient. Vous ne serez pas seule, Élise. Je veux vous voir grandir. Et je serai là pour m'en assurer, lui avait-il dit, en la regardant dans les yeux. Et elle accepta. Les premiers jours furent un défi. Embaucher des puéricultrices, organiser les locaux, monter une équipe pédagogique. Arthur la suivait de près, mais le message était clair. C'est votre mission. Je ne fais qu'ouvrir les portes. La communauté de l'entreprise réagit avec surprise et admiration. De nombreux employés, autrefois indifférents, se mirent à regarder Élise avec respect. Cette femme humble, au visage fatigué et aux mains marquées par le labeur, prenait maintenant la parole en réunion, organisait des processus, dirigeait des gens. Elle-même avait encore du mal à se voir dans ce nouveau rôle. Mais chaque fois que le doute l'assaillait, il lui suffisait de regarder Chloé, désormais inscrite dans la crèche qu'elle avait contribué à créer, souriante, en sécurité, entourée d'autres enfants. Cela suffisait à lui rappeler que tout en valait la peine. L'inauguration de la crèche d'entreprise Mercier fut un événement simple mais chargé d'émotions. Une tente blanche fut installée dans la cour de l'entreprise avec des ballons colorés et des chaises alignées. Sur une petite estrade improvisée se trouvait Arthur Mercier, l'équipe de la nouvelle structure et au centre Élise. Elle portait un chemisier blanc bien repassé, un jean sombre et un sourire timide. Ses mains étaient moites, elle n'avait jamais parlé en public. Mais quand Arthur lui tendit le micro en lui murmurant « Parlez avec votre cœur, c'est tout », elle prit une profonde inspiration et commença « Je ne suis pas une directrice, ni une pédagogue. » « Et je n'aurais jamais imaginé être ici un jour ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne suis qu'une mère, la mère d'une petite fille nommée Chloé qui, il y a peu, devait se cacher dans un placard pour que je puisse travailler. Et aujourd'hui, elle a un endroit sûr, un repas, de l'attention, et d'autres enfants l'auront aussi. » Le silence dans l'assistance était total. Plusieurs employés présents le jour de l'humiliation d'Élise assistaient maintenant à la scène, les yeux humides. Madame Martine, qui avait toujours cru en elle, essuyait discrètement une larme. « J'ai été jugée, renvoyée, traitée comme si ma fille était un problème. Mais aujourd'hui, avec le soutien de Monsieur Mercier et de ceux qui ont cru en moi, je suis ici pour dire qu'aucune mère ne devrait avoir à choisir entre s'occuper de son enfant et garder son emploi. Nous méritons la dignité et le respect. » Les applaudissements fusèrent. D'abord timides, puis ils se propagèrent comme une vague. Élise baissa la tête, émue, retenant ses larmes. Arthur se leva et la serra dans ses bras, là sur scène. Non pas comme un patron, mais comme quelqu'un qui reconnaissait la grandeur de celle qui, touchant le fond, avait choisi de se relever. Hélène Mercier, invitée à l'événement, observait de loin. Elle était debout, un verre d'eau à la main, habillée comme pour une réception mondaine. Mais à cet instant, elle n'était qu'une simple spectatrice, et elle le sentait vivement. Son regard balayait la scène, essayant de comprendre comment cette femme, qu'elle avait congédiée avec mépris, était maintenant là, applaudie. Intérieurement, Hélène brûlait d'orgueil blessé, mais au fond, il y avait autre chose, un malaise, peut-être de la culpabilité, peut-être de la honte. Pourtant, elle resta silencieuse. Après l'événement, de nombreux employés s'approchèrent d'Élise pour la féliciter. Certains s'excusèrent, honteux de n'avoir rien dit le jour de l'humiliation. Elle les accueillit tous avec humilité, avec ce même sourire serein de celle qui sait qu'il n'est pas nécessaire d'écraser les autres pour réussir. La crèche ouvrit la semaine suivante. Élise arrivait tôt chaque jour, accompagnée de Chloé, qui avait maintenant un petit cartable coloré, des crayons de couleur et une boîte à goûter avec des fruits coupés. Elle s'était liée d'amitié avec les enfants des autres employés. Elle jouait, apprenait, et rentrait à la maison en racontant ses journées. À l'extérieur, l'impact fut encore plus grand. L'entreprise Mercier gagna en notoriété pour sa nouvelle politique sociale. La presse locale commença à relater l'histoire de la femme de ménage devenue coordinatrice. Un article sur un site web devint viral, de l'humiliation à l'inspiration. La mère qui a changé une entreprise avec dignité. Avec cette médiatisation, d'autres entreprises cherchèrent à imiter le modèle. Arthur fut invité à des conférences, et à chaque fois il tenait à raconter l'histoire d'Élise. Comment une erreur de jugement l'avait amené à voir ce qui comptait vraiment. « J'ai plus appris avec elle en 2 mois qu'en des années de management », disait-il. Mais Élise ne fut pas la seule à récolter les fruits de ce changement. Madame Martine, l'employé qui avait tenté de la défendre, fut promue superviseur d'équipe. Arthur reconnut son courage et son humanité. Aujourd'hui, elle dirige une équipe 2 fois plus grande et est respectée de tous.
Et Hélène? Eh bien, après le succès du projet et la publicité négative de son attitude, Arthur décida de l'écarter temporairement de la gestion de la maison. Ce fut une décision discrète mais symbolique. Elle ne s'y opposa pas. Elle semblait savoir qu'elle avait dépassé les bornes. Depuis, Hélène se tient à l'écart des affaires internes de l'entreprise. Son ton a changé, son regard aussi, et bien qu'elle n'ait jamais présenté d'excuses directes à Élise, elle baisse maintenant les yeux quand elle la croise. Élise, de son côté, ne garda jamais de rancune. Elle n'oublia pas ce qu'elle avait vécu, mais elle choisit de ne pas vivre dans la douleur. Pour elle, le plus important était que Chloé grandissait désormais dans un environnement respectueux et qu'aucune autre mère n'aurait à cacher son enfant comme elle l'avait fait. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des papiers dans son bureau à la crèche, Chloé entra en courant, un dessin à la main. « Maman, regarde, je t'ai dessiné. » Sur la feuille, une silhouette aux cheveux attachés tenait la main d'une petite fille. Au-dessus, écrit en grandes lettres, « Ma maman est la chef. » Élise sourit et serra sa fille fort contre elle. « Maman n'est pas la chef, mon amour. Maman prend juste soin des choses. » Chloé réfléchit un instant et répondit avec la sagesse de ceux qui aiment vraiment. « Alors tu es la chef qui prend soin. » C'est à ce moment qu'Élise comprit. Elle avait gagné, non pas pour le poste, ni pour les applaudissements, mais parce que, même après tout ce qu'elle avait souffert, elle avait réussi à garder un cœur pur, les pieds sur terre et l'amour comme guide. Elle avait gagné sans crier, sans se venger, sans souhaiter de mal à personne. Et cela, peut-être, est la plus grande de toutes les victoires. Si cette scène vous a donné des frissons, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, chaque histoire est un coup de poing à l'estomac et un baume pour l'âme. Vous allez ressentir, pleurer, vous indigner et être inspiré. Ne restez pas à l'écart. La prochaine vidéo pourrait toucher une corde sensible que vous ne soupçonniez même pas. Certaines histoires nous marquent par leurs grands rebondissements, d'autres par leurs moments de gloire. Mais il y a celles qui restent en nous pour quelque chose de plus subtil et profond. La leçon silencieuse de ceux qui choisissent la dignité face à la douleur. L'histoire d'Élise est de celle-là. Elle n'a pas gagné en criant. Elle n'a eu besoin ni de vengeance ni d'un public pour prouver sa valeur. Élise a simplement continué d'avancer. Et ce faisant, elle a montré que la vraie force réside dans la résilience de ceux qui aiment, dans le courage de ceux qui refusent d'abandonner, et dans l'humilité de ceux qui transforment leurs cicatrices en leçons de vie. Ce qui est le plus impressionnant dans le parcours d'Élise n'est pas son changement de poste ou la reconnaissance publique. C'est sa façon de refuser que l'injustice la définisse. Elle aurait pu se révolter. Elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais non, Élise a choisi de continuer, même le cœur blessé et les yeux pleins de larmes. Et c'est précisément ce choix qui a ouvert la voie à sa transformation. La société regarde souvent les gens comme Élise et ne voit que la surface. La femme de ménage, la mère célibataire, la femme fatiguée. Mais derrière le tablier et les mains calleuses, il y avait une guerrière silencieuse, portant le poids du monde sur ses épaules sans jamais perdre espoir. Et combien d'Élises existe-t-il? Combien de femmes se lèvent chaque jour avant le soleil, affrontent des transports bondés, des patrons exigeants, des salaires de misère, et trouvent encore la force de sourire à leurs enfants, d'aider un voisin ou de partager le peu qu'elles ont? L'histoire d'Élise est un puissant rappel que la vraie grandeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on offre au monde, même quand le monde semble ne rien offrir en retour. Arthur Mercier l'a compris, et en reconnaissant son erreur, il n'a pas seulement transformé la vie d'Élise, mais il a aussi initié un nouveau cycle au sein de son entreprise. Il a appris que diriger, ce n'est pas commander. C'est servir, écouter, corriger. Et que le vrai leadership se mesure à l'impact positif qu'il a sur la vie des autres. Hélène, quant à elle, représente ceux qui croient que le pouvoir justifie la froideur. Mais même elle a été touchée, fût-ce en silence, car aucun cœur ne reste insensible face à la force de celui qui triomphe avec amour. Et c'est peut-être là la plus grande des leçons. Le monde ne change pas avec des cris de haine, mais avec des gestes d'empathie. Élise l'a enseigné sans jamais avoir à prononcer une parole dure. Elle a simplement continué à faire ce qu'elle a toujours fait, avec honnêteté, avec humilité et avec un cœur pur. Et à la fin, c'est cette attitude qui l'a élevée bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle a prouvé que même les invisibles ont une voix, que même les humiliés ont de la valeur, que même les oubliés ont le pouvoir de changer les choses.
et que toute douleur, lorsqu'elle est traversée avec vérité, peut devenir un chemin de lumière. Des mois ont passé depuis ce jour où Élise, la voix étranglée et le cœur battant, a pris la parole devant des dizaines de personnes. Et avec le temps, sa vie s'est transformée, non seulement en termes de stabilité, mais aussi de sens. La crèche communautaire a prospéré. Grâce au soutien de l'entreprise, de bénévoles et de dons, le projet s'est développé et est devenu un modèle pour d'autres entreprises de la région. Plus de 50 enfants fréquentaient désormais l'établissement, tous fils et filles de travailleurs qui, comme Élise, n'avaient personne pour les garder pendant leurs heures de travail. Le changement était réel, et l'impact, profond. Élise, désormais officiellement coordinatrice du projet, a commencé des études en éducation de la petite enfance, grâce à une bourse intégrale financée par Arthur Mercier. Peu à peu, elle a retrouvé la confiance que la vie avait tenté de lui arracher. Elle suivait les cours du soir après sa journée de travail, et malgré la fatigue, elle rentrait chez elle les yeux brillants. Pour la première fois depuis longtemps, elle rêvait de l'avenir et savait qu'elle était capable de le façonner de ses propres mains. Chloé, autrefois timide et silencieuse, était maintenant l'une des élèves les plus participatives de la crèche. Elle souriait plus souvent, s'exprimait avec assurance et disait fièrement à tout le monde « Ma maman était la directrice de l'école ». Elle était la preuve vivante que lorsqu'une femme se relève, elle élève toute une génération avec elle. De son côté, Arthur Mercier a également changé. L'expérience avec Élise l'a éveillé à la réalité des inégalités qu'il avait toujours préféré ignorer. Il a commencé à investir dans des politiques sociales au sein et en dehors de son entreprise. Il a créé un comité d'écoute active avec les employés, où chacun avait son mot à dire. L'ambiance de travail s'en est trouvée transformée. Il a également pris ses distances avec les décisions autoritaires d'Hélène, affirmant clairement que l'empathie et la justice seraient les nouveaux piliers de l'entreprise. Le nom de la famille Mercier a commencé à être associé non seulement à la richesse, mais aussi à la responsabilité sociale et au respect. Hélène, quant à elle, n'a pas changé du jour au lendemain. Mais l'ombre de ce qu'elle avait fait à Élise la suivait. Peu à peu, elle est devenue plus réservée, moins arrogante. Il n'y eut pas de grande réconciliation ni d'excuses publiques. Mais un jour, en croisant Élise dans les couloirs de l'entreprise, elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration et a dit « Votre travail est impressionnant ». Ce n'était pas grand-chose, mais pour Élise, c'était suffisant. Madame Martine, l'employée qui avait tenté de la défendre depuis le début, a également été reconnue. Avec le soutien d'Élise, elle a intégré la coordination du service de nettoyage de l'entreprise et plus encore, est devenue un exemple de loyauté et d'humanité. Elle et Élise sont devenues des amies proches. Elles riaient, se donnaient des conseils, prenaient soin l'une de l'autre. L'impact de cette histoire ne s'est pas arrêté là. D'autres entreprises de la ville, voyant le succès du projet de crèche, ont cherché à mettre en place des initiatives similaires. En peu de temps, la ville, qui ignorait autrefois le drame silencieux des mères célibataires, a commencé à regarder ces femmes avec plus de respect. Et tout cela a commencé avec une mère désespérée, une enfant cachée dans un local, et un moment d'humiliation qui, involontairement, s'est transformé en une graine de changement. Élise, en regardant en arrière, ne ressentait plus de douleur. Elle ressentait de la fierté. Elle savait qu'elle connaîtrait encore des jours difficiles, que la vie continuerait avec ses hauts et ses bas. Mais elle avait appris quelque chose de précieux. Personne ne peut enlever sa dignité à celui qui choisit de marcher avec la vérité. Aujourd'hui, elle l'enseigne aux enfants de la crèche. Et quand on lui demande quel est le secret pour changer de vie, elle répond avec le calme de celle qui a vécu chaque étape de son parcours. Commencez par croire que vous méritez mieux. Et n'arrêtez pas, même si le monde entier vous dit le contraire. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre en la racontant, respirez profondément un instant. Pensez aux Élises de votre vie, à cette femme courageuse que vous connaissez peut-être, une voisine, une amie, une mère célibataire, une tante, ou même vous-même. Combien de fois ces personnes sont-elles jugées, ignorées, humiliées, simplement pour avoir essayé de survivre avec dignité? Cette histoire est la réalité de beaucoup. Des femmes qui chaque jour sortent de chez elles sans aucune garantie, affrontent des regards méprisants, des environnements hostiles, et pourtant, continuent d'avancer avec courage. Et parfois, tout ce dont elles ont besoin, c'est d'une chance, d'un regard humain, d'une main tendue, plutôt que d'un doigt accusateur. Maintenant, nous voulons vous entendre. Commentez ci-dessous. Je crois en la force de ceux qui n'abandonnent jamais.
Si vous avez été ému par le parcours d'Élise, écrivez cette phrase dans les commentaires. Montrons, ensemble, qu'il existe encore de l'empathie, du respect et des gens qui valorisent les efforts des autres. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, que ce soit parce qu'il traverse des difficultés ou qu'il a besoin de réfléchir à sa façon de traiter les autres, partagez cette vidéo. Envoyez-la à vos amis, à votre famille, dans vos groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Parfois, une simple vidéo peut changer la façon dont quelqu'un voit le monde. Et ce n'est pas tout. Nous voulons votre avis. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire à Élise? Avez-vous été témoin d'une telle injustice? Racontez votre histoire dans les commentaires. Vos témoignages peuvent en inspirer d'autres. Aidez cette histoire à aller plus loin. Plus les gens la regarderont, plus nous aurons de chances de susciter conscience et empathie. Aimez, commentez, partagez, parce qu'au final, ce qui transforme vraiment le monde, ce ne sont pas les grands discours, ce sont les gestes simples, les attitudes respectueuses et le pouvoir d'une histoire bien racontée. Et rappelez-vous, ne jugez jamais un livre à sa couverture. Chaque personne mène un combat invisible. Chaque regard fatigué cache une histoire qui mérite d'être entendue.